Bonjour à tous et toutes et donc merci à Laurive et à Gaëlle, de me donner l'occasion, de parler de l'expérience de Grenoble, qui en effet est une expérience, très collective. Donc moi je suis, chargée de mission égalité, lutte contre les discriminations à la métropole, à la direction du développement, social depuis, 2009. Et donc auparavant, j'ai une formation, de chercheur aussi en sociologie, géographie, j'ai fait un doctorat sur les discriminations et j'ai travaillé en association et en bureau d'études, également. Du coup, voilà, pour l'expérience de Grenoble, je vais, repartir un petit peu, dans l'historique de cette action parce que l'usage du droit que l'on a fait, heu, vient en fait, depuis le début, de la politique, de lutte contre les discriminations, qui a été mise en place à la métropole. Donc ça date de 2009. Moi, je suis arrivée, en 2009. Création de la mission. Je passerai, le diaporama après, je vais commencer, comme ça, après j'aurai quelques éléments à donner, enfin à montrer. Donc ce que je voulais, dire donc c'était que, le 1er plan de lutte contre les discriminations était un plan de lutte dans le champ éducatif. Et bien, même dans ce plan-là, où les discriminations sont plutôt infralégales, en fait, on était déjà dans une mobilisation du droit, dans le sens où Marie-Christine l'a expliqué, c'est-à-dire, dans un usage symbolique. C'est le droit en perspective, enfin symbolique, voilà, et on était, aussi un point très important pour, l'action en matière de lutte contre les discriminations, c'est qu'on était tourné vers les acteurs, c'est-à-dire, et en termes de politique publique sur les discriminations, c'est très important, de se tourner vers, là où sont produites les discriminations. Et là, c'est aussi la sociologie qui est nécessaire autant que le droit, je dirais, pour être aussi sur la compréhension des processus discriminatoires et ne pas être dans parfois un usage, que oui, comme, je dirais, je reprendrai le mot aussi très technique du droit, un usage, qui ne fait pas référence à sa construction dans les luttes, voilà. Donc c'était important d'articuler vraiment le droit et la sociologie. Donc partant de ce positionnement tourné vers les acteurs sur les discriminations donc systémiques, à la compréhension, on a mis en place une formation action sur les discriminations. Ensuite, on s'est intéressé à la question évidemment, au 2e grand axe, je dirais des politiques, de lutte contre les discriminations, c'est-à-dire l'axe de soutien aux victimes, de soutien ou d'accès aux droits des personnes, concernées ou exposées aux discriminations. Et donc on a essayé de travailler, de voir si, les associations de défense des droits, donc telles que ce dont on vient de parler, le MRAP, SOS Racisme ou autres, relevaient et accompagnaient des personnes victimes de discrimination. Et en fait, sur le territoire, on s'est rendu compte, on a fait un diagnostic avec l'Accès que, ces associations relevaient très peu de situations. Et donc là, la proximité, avec, Villeurbanne a permis de bénéficier de l'expérience de mise en place du réseau de lutte contre les discriminations, qui était basée sur une notion, qui me paraît, tout à fait essentielle, une notion, enfin sociologique, hein, de coproduction des discriminations. Avec cette expérience, de construction d'un réseau qui se base sur des intermédiaires. Alors au début, la notion d'intermédiaire peut être un peu difficile à saisir, mais c'est l'idée que, pour les professionnels qui accompagnent des gens vers, dans leurs droits, leur accès aux droits en matière de logement, d'emploi et cetera, ces professionnels sont, positionnés de telle manière qu'ils voient éventuellement plus facilement les discriminations que les personnes subissent que les personnes elles-mêmes, puisque la discrimination a tendance à être invisible aux personnes qui la vivent voilà.
Donc, pour la visibilité des discriminations, cette notion-là, nous a paru, vraiment essentielle et le partenariat avec Villeurbanne a permis, de faire, comprendre sur le territoire, en faisant des allers-retours, des rencontres, comment, ce réseau fonctionnait. Un réseau qui remontait, des discriminations, de l'ordre de 30, par an, ce qui est plus que, par exemple, ce qui remonte aux défenseurs des droits et in fine, c'est aussi ce à quoi, nous sommes arrivés sur le territoire local. Donc on a, pour construire ce réseau à partir d'intermédiaires, c'était dans les années donc suite au plan éducation, c'était dans les années 2015, au début du contrat de ville. Et là, moi, je me suis appuyée sur, j'avais conscience aussi, c'est un point de positionnement très important, hein, c'est qu'il ne faut pas se situer que dans la politique de la ville. C'est très important, de viser l'ensemble du territoire et surtout les droits communs puisqu'on est sur la question de la production des discriminations. Et donc, au moment de la construction du contrat de ville, il y avait l'idée de solliciter le droit commun, les acteurs du droit commun. Il y a eu des groupes de travail sur les territoires comme ça. Et moi, j'ai profité de ces groupes de travail qui étaient sur des thématiques emploi, accès aux droits, etc., pour essayer de sensibiliser, de former ces acteurs-là et de construire le plan de lutte contre les discriminations à partir d'eux. Et de fait, eux repéraient des discriminations, certains étaient déjà aussi formés, beaucoup plus que les acteurs de défense des droits. Donc, ça a été vraiment une option très forte hein, de dire on va bâtir le plan de lutte contre les discriminations, non pas à partir des associations de lutte contre les discriminations, mais à partir des acteurs intermédiaires, qui sont les missions locales, le service insertion, les centres sociaux, des associations de accès aux droits de santé, voilà. Donc aujourd'hui, il y en a 18, à peu près tous ceux que j'ai cités là. Donc cette option-là, ensuite, il y a une phase de construction de la cellule d'intermédiaire. Mais comme on est à l'échelle d'une métropole, on a dû aussi avoir un deuxième niveau de réseau de lutte contre les discriminations avec des acteurs qui ne sont pas des intermédiaires. C'est-à-dire qu'il faut aussi impliquer les institutions dans un réseau. Il faut impliquer éventuellement des entreprises, pourquoi pas. Enfin, voilà, là, il faut se mobiliser, il faut des moyens pour aller les chercher. Mais et voilà, il y a 2 niveaux. Donc il y a 50 acteurs dans le réseau et il y a 25 acteurs, enfin entre 18 et 23, dans la cellule de veille et d'action qui est l'équivalent du réseau de vigilance de Villeurbanne. Donc un réseau d'intermédiaires. Donc il faut bien visualiser, après je vais mettre le schéma, les 2 niveaux, réseau et cellule de veille et d'action. Ensuite, un réseau comme ça, effectivement, c'est pour, ça va avoir pour fonction 2 choses, hein. Ça traduit exactement, cette notion de passage du droit qu'a expliqué Marie-Christine, Serrato de Benedetti. Donc c'est l'idée que, les professionnels, vont, être formés pour repérer des situations de discrimination ou écouter ce que les personnes disent, signaler ces discriminations, faire un travail aussi assez réactif pour essayer de faciliter les éléments de preuve. Voilà, ça demande une certaine professionnalité et orienter les personnes vers les acteurs du droit, celles qui veulent faire valoir leurs droits, bien sûr, les informer aussi sur leurs droits et par ailleurs avoir un travail professionnel par rapport à la discrimination qui est relevée pour comprendre voilà le processus, comment les professionnels à un niveau collectif peuvent agir dessus et éventuellement quand les personnes ne veulent pas faire valoir leurs droits, il y a aussi une marge d'action possible. Alors j'ai en tête un signalement récent ou une discrimination par rapport à l'accès
aux droits sécurité sociale, donc liés au refus, au refus et du fait de l'absence de l'impossibilité de fournir un relevé d'identité bancaire qui du coup impactait donc un certain type de population, etc. Bref, le professionnel a eu le réflexe, je dirais, d'interroger la justification qui était donnée par l'institution, de vérifier si elle était légale, de rechercher les documents qui montraient qu'elle était discriminatoire et donc de faire changer la pratique de l'institution en question qui était la CPAM. Donc, voilà un exemple de ce droit, de cet usage négocié en fait, du droit qu'il est possible de faire, dans ce type, de réseau. Hem Donc l'étape de la cellule de veille d'action, donc nous, elle a été créée, en 2016, fin 2016. On a, donc aujourd'hui 200 situations en tout qui ont été traitées. On a rencontré des difficultés sur le volet, d'orientation des victimes vers un acteur du droit. On avait, un acteur un peu faible, le défenseur des droits sur le territoire avec des délégués qui n'avaient pas forcément l'appétence sur les discriminations. Enfin, et du coup, on a aussi compris que, et de la même façon, l'expérience de Villeurbanne a été très utile pour nous. On s'est rendu compte qu'il fallait un acteur complémentaire en fait de ces acteurs du droit qui peuvent être donc les délégués du défenseur, éventuellement certaines associations qui ont des juristes qui accompagnent aussi les personnes, mais qu'il fallait un acteur du type, qui était vraiment spécialisé sur les discriminations, un acteur juridique. Et en l'occurrence, on a entamé un processus pour former des avocats du barreau de Grenoble pour tenir une permanence ou une consultation juridique spécialisée. Mais cette consultation spécialisée, plein d'expériences montrent qu'il faut absolument l'installer dans des endroits où les personnes sont bien accueillies. Et on a couplé ça donc avec une permanence sur les discriminations. Une permanence sur les discriminations dans la régie de quartier de Grenoble, qui est une association qui elle-même avait un plan de lutte contre les discriminations et faisait un travail très important avec les habitants du quartier sur cette thématique. Donc, c'est une sorte de dispositif, si vous voulez, qui peut paraître, enfin, qui met quelques années à se mettre en place. Donc, dans la cellule de veille et d'action, donc l'idée, c'est fondé sur cette idée d'intermédiaire, donc de professionnels qui vont repérer des discriminations, qui reçoivent des injonctions entre les employeurs, les demandeurs sujets de droit. Donc il y a bien sûr, je souligne aussi qu'il y a dans le réseau et la cellule de veille plusieurs collectivités locales. Il y a la métro, il y a la ville de Grenoble et il y a quatre autres villes du territoire. Donc c'est aussi important d'un point de vue de mobilisation des acteurs. Et donc, ce principe-là, ensuite, conduit à ce fonctionnement. C'est-à-dire qu'on a, au centre les personnes accompagnées sujets de droit, des situations qui vont remonter dans la cellule de veille et d'action. Ensuite, il y a donc une cellule au niveau de ma mission, qui suppose un enregistrement des fiches de signalement, des analyses juridiques, une mise à l'ordre du jour de la réunion de la cellule de veille qui a lieu tous les 2-3 mois, de la qualification juridique, bon, qui est faite, nous, par le cabinet Concept RSE, et un accompagnement global, la stratégie d'action qui est fait donc par Myriam Matari, qui est avocate et formatrice et Formaction. Et donc on travaille aussi ensemble la question des préconisations pour l'action. Alors je peux citer un autre exemple.
Bon, une mission justement de lutte contre les discriminations constatait, enfin, une situation était remontée, de discrimination à l'embauche par rapport à une personne, sur les convictions, religieuses et l'origine supposée. Du coup, la personne ne souhaitait pas agir, mais l'action qui a été, conduite, en fait, a consisté, à essayer d'intégrer cette structure, qui est un partenaire de la collectivité, dans des formations pour les conseils d'administration. Voilà, pour faire évoluer, les pratiques, interroger, les pratiques, enfin voilà, c'est une forme d'action, collective, qui peut être mise en place. Donc ça, c'est du côté de la cellule de veille et de l'autre côté, on a donc la consultation, juridique qui va être éventuellement, ou pas, hein, une porte d'entrée vers le défenseur des droits. Enfin, la porte d'entrée, ça peut être la permanence d'écoute à la régie de quartier. On a là une médiatrice, qui est de formation juriste, mais qui va, organiser donc ces permanences, qui va écouter, éventuellement orienter si la personne veut voir un avocat spécialisé vers la consultation, ou directement vers le défenseur des droits si, les éléments enfin, si la personne souhaite une médiation ou voilà. Il peut y avoir aussi des associations partenaires. On travaille avec l'association, en droit des étrangers, l'ADAT, sur Grenoble. Voilà et donc on fait, voilà, on se réunit tous les 2-3 mois et parallèlement, on met aussi en place des ateliers de formation, lutte contre les discriminations et handicap ou égalité femmes-hommes et cetera, pour travailler vraiment la transversalité de cette question. Et finalement, ça devient un dispositif, de formation-action, si vous voulez. Et c'est ça qui est aussi important. C'est-à-dire que cette question du droit de la non-discrimination, pour l'intégrer dans les pratiques, pour faire en sorte que ça devienne, la norme en quelque sorte, il faut, finalement, constamment la remettre au travail, et c'est ce qui se fait dans un réseau local de lutte contre les discriminations, en fait. C'est cet échange autour de situations qui remontent de façon anonyme, est vraiment, un outil ressource et de formation enfin permanent pour les professionnels et c'est ça qui est très précieux, je crois, dans ces réseaux. Pour justement, comme disait Marie-Christine Serrato de Benedetti, organiser ce passage du droit. Et donc ce passage du droit, on l'a traduit aussi, de cette manière. Je vais terminer peut-être par ce schéma, où on voit en fait, la mobilisation du droit, on pourrait dire le passage du droit, hein, qui va de repérer, reconnaître les injustices, donc c'est la colonne du milieu, se former, informer, agir, savoir accueillir les paroles, appliquer la présomption de discrimination, faciliter la qualification, accompagner vers la réparation, contribuer à l'action collective. Et donc, c'est ça en fait, être membre d'un réseau local de lutte contre les discriminations. Donc là, il s'appelle Partenaires Égalité, mais et du coup, ça permet donc, plus de reconnaissance du problème, de la confiance aussi retrouvée entre professionnels et usagers, des mobilisations, de l'accès aux droits, de la mise en réseau, de l'accompagnement. Enfin voilà, c'est un horizon collectif, qui mobilise le droit. Voilà, je pense que je vais peut-être m'arrêter là.